Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, ce soir, grâce à Alexandre Dupuis, on va y faire une balade dans l'histoire. On va essayer, bien sûr, de se balader du côté du cimetière marin de Saint-Paul. C'est d'un Cosmo réunionnais. Alexandre Dupuis, bonsoir. Bonsoir. Alors, quand j'ai dit, grâce à Alexandre Dupuis, on va y voir se balader du côté du cimetière marin de Saint-Paul, c'est parce que vous avez réalisé un reportage sur l'Abuse, donc juste voir un petit peu, vous verrez le reportage juste après l'échange. Qu'est-ce qui a donné envie d'aller faire un tour, de connaître un petit peu mieux l'Abuse, dont j'ai oublié le vrai nom? Alors, tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'inviter pour la seconde fois, mon cher J-Smith, et je suis très honoré. Et donc, Olivier Levasseur dit l'Abuse, c'est une figure qui est fascinante. On va dire que c'est un mythe vivant, un peu comme Citaran, c'est un peu, on va dire aussi un peu comme Grand-Mercal. Il fait partie, on va dire, de l'imaginaire réunionnais. Donc on va dire que c'est un être mythique. Olivier Levasseur qui a donc été le pirate de l'océan Indien et qui est mort, donc on va rappeler qu'il a été... Alors il est mort en 1730, il a été jugé à Saint-Denis et il a été pendu haut et court à Saint-Paul. À Saint-Paul. Là où se trouve l'endroit où il y a les statues, il y a également Zéphyr et... Élie, Zéphyr, André et j'ai oublié le quatrième. Alors, je sais pas exactement où il a été... La pendaison, hein. Ouais, la pendaison, je parle pas de là où il a été inhumé, non. Ouais. Je parle de l'endroit. Ouais. Parce que le tribunal était à cet endroit-là, à l'époque. Ouais, très probablement, il a été pendu ici. Ouais. Et donc, en fait, j'ai fait un reportage où il y a... D'abord, qu'est-ce qui a donné envie de faire ce reportage ? Eh bien, tout d'abord, c'est la fascination pour le mythe. Et on a envie de percer le secret, on a envie d'aller plus loin, parce qu'en fait, si on regarde bien l'Abuse, il y a plusieurs ramifications. Il y a une ramification historique, il y a une ramification mystique, quasi religieuse, on va dire, hein. Et puis il y a une ramification mythologique. Donc on s'y perd un peu parce que l'Abuse, quelque part, dans notre imaginaire, on le réinvente sans cesse. Et juste pour montrer à quel point Alexandre Dupuis a raison, sur YouTube, pour ceux qui ont l'occasion de voir, il y a un sujet qui dit que l'Abuse pourrait un jour être un sujet des pirates des Caraïbes. En tout cas, on en parle. Oui. Ouais. Justement, alors Olivier Levasseur, lui, il est né à Calais, et puis il a été corsaire au départ, pour la France, et c'était pendant la guerre de sécession d'Espagne. Donc il attaquait des galions espagnols, et puis après ça, la piraterie était interdite dans les Caraïbes. Et donc, mon cher J-Smith, vous savez bien que la différence entre pirate et corsaire est il y a une zone grise entre les deux, donc il passe très facilement. C'est le regard de l'État. Si l'État dit que c'est un corsaire, c'est un corsaire. Oui, vous avez raison. On doit rappeler pour nos téléspectateurs que un corsaire, c'est quelqu'un qui travaille pour le roi, justement pour l'État, pas pour l'État. Donc, on va dire que c'est un brigand étatisé, on va dire, tandis qu'un pirate, c'est quelqu'un qui travaille. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille pour son propre compte. Maintenant, dans notre monde moderne, on dirait en freelance. Et tellement en freelance qu'il s'est quand même fait une sacrée renommée. Oui, parce que, alors... ce qu'il faut rappeler, là, vous avez très bien parlé des Pirates des Caraïbes, parce que justement, il était corsaire au temps des Pirates des Caraïbes. Justement, ça rappelle beaucoup le film avec Johnny Depp, là, le titre éponyme. Puis après, il est devenu pirate dans les Caraïbes, et comme la piraterie était interdite, tous les pirates se sont rabattus vers l'océan Indien, parce qu'ils avaient en tête ce mythe de la République libertalia à Madagascar. Ouais. Et d'autant aussi se rabattre vers l'océan Indien. Ouais. Les pays qui avaient encore des bateaux qui luttaient contre les pirates et les corsaires venaient très rarement dans cet océan Indien-là. Et puis, donc, ça leur laissait les moyens de
de pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Et d'ailleurs, si on regarde les pirates des Caraïbes, les bateaux vont toujours du côté des Caraïbes, vont dans des endroits où il n'y avait pas les Anglais les Anglais avaient mis sur la mer des vaisseaux justement pour contrer les pirates, mais on voit qu'ils allaient vers les Caraïbes à ce moment-là aussi. Oui, c'est exactement ça. Et puis une fois qu'ils se sont rabattus dans l'océan Indien, comme vous le disiez, c'était tranquille parce que c'était un endroit où il y avait où on les laissait faire, parce qu'à l'époque à Bourbon, eh bien il n'y avait pas le gouverneur n'avait pas encore de troupes, donc il y avait une milice d'habitants, mais voilà, donc les habitants étaient obligés de se défendre eux-mêmes contre les agressions, donc c'est pour ça que les gouverneurs de l'époque ont été, on va dire, très sympathiques vis-à-vis des pirates, très conciliants, parce qu'ils n'étaient pas en position de force, quoi. Et puis, quand on parle d'Olivier Levasseur, donc quand on regarde l'histoire, il avait quand même un territoire libre, surtout entre La Réunion, Madagascar, et puis un peu plus loin, il avait le champ. Exactement, ouais. Exactement, en fait. Par exemple, quand il a attaqué le galion, la Vierge du Cap, qui était en rade de Sany, c'était en 1721. Eh ben, son trésor, il l'a réparti un petit peu partout, aux Seychelles, à Bourbon. On a parlé à Rodrigue aussi. À Rodrigue aussi, exactement. Ouais. Donc voilà, ça a été une aubaine pour les chasseurs de trésors qui se sont arrachés les cheveux pour comprendre où il avait planqué son trésor, justement. Et donc il a attaqué un bateau à Sany et puis un autre à Saint-Paul. Et concernant son trésor, je crois que c'est le jour de sa pendaison, il a lancé un parchemin, oui. Il a lancé un parchemin à la foule. C'est exactement ça. Il a lancé un parchemin en disant quelque chose comme qui veuille trouver mon trésor, et ensuite une autre phrase encore plus mystique: prenez un poulet, enlevez-lui ses deux cœurs. Bon, c'est un énigme, un genre d'énigme. C'est exactement ça, Et les gens vont essayer de décoder son parchemin, vont essayer de comprendre ce qu'il dit. Exactement. Mais jusqu'à ce jour, personne n'a trouvé le trésor de la buse. En fait, ça, on n'en est pas sûr que ça, mon cher Jismi, parce que, eh bien, du côté du puits arabe, il y a eu des espèces... Je vais juste préciser que le puits arabe, c'est à Saint-Philippe. Saint-Philippe, oui. Justement, à Saint-Philippe, là, du côté du puits arabe, il y a eu des fouilles sauvages, et puis il y a des roches où il y avait des cryptogrammes, c'est-à-dire des insignes cryptés, là, parce que les pirates, eux, ils avaient leur propre façon de crypter leurs informations. Ils répondaient à un genre d'initiation ou de code qui s'appelle les frères de la côte. Oui, donc il y avait des symboles un peu maçonniques, et voilà, c'était quasi religieux, quoi. Il y a quelque chose c'était très occulte, alors leur façon de procéder. Donc d'ailleurs, c'est pour que les gens ne trouvent pas facilement leur trésor. C'est pour ça que ils cryptaient leurs informations avec des phrases très très improbables du style. Parce que ce qu'il dit quand il envoie le parchemin. Oui, c'est exactement ça. Trouver deux cœurs du poulet. Bon. J'ai trouvé que c'était déjà assez compliqué. Mais il y a une chose qui est vraie, et ça, c'est développé dans toute l'histoire qui a tourné autour de la buse, c'est que il a réussi à trouver, il a amassé un gros trésor, d'après ce qui a été dit, mais à ce jour, on n'est pas sûr. Non. On n'est pas sûr on n'est pas sûr s'il y avait vraiment un trésor. Et les gens, il y en a qui continuent à chercher, et ne serait-ce que sur ce que, à l'époque, le chercheur de trésors réunionnais, qui à un moment donné Bibic a essayé vraiment de trouver, quoi.
Oui, alors Big de son vrai nom, c'était Joseph, je crois que c'est Thibvaux, voilà. Ouais, Thibvaux. Thibvaux. Donc lui, il est né en 1934 à Saint-Paul. Donc lui, il a consacré toute sa vie à rechercher le trésor de la Buse, mais pas que. Il y a aussi le trésor d'un pirate portugais qui remontait plus loin d'avant la création officielle de la Réunion en 1665. Donc lui, c'était un trésor qui datait de fin 1500. Donc lui, il l'a cherché du côté de Saint-Pierre, de la pointe du diable, ce trésor. Et il me semble j'ai lu qu'à l'époque la foule avait s'intéressé à ce qu'il faisait. Il a même fait exploser des roches à la dynamite. Et les gens se sont même lassés de ses recherches, mais ça a été très très folklorique tout ce qu'il a fait, quoi. Ça a été très long et d'ailleurs ça l'a malheureusement amené au suicide, à avoir ce geste fatal, c'est donner la mort. 95, mais on voit que quelque part, j'allais dire, c'est un paradoxe ce que je vais dire, c'est que on est quand même descendant de ces marins, parce qu'on est quand même, les Bretons sont un peuple marin. Le Réunionnais aussi, parce que ne serait-ce qu'avec le peuplement de la Réunion, tout le monde est venu de la mer. Oui, exactement. En fait, quand on regarde les 500 premiers Réunionnais, eh ben c'était avant, ils étaient à Fort-Dauphin, et puis ils sont venus avec leurs femmes malgaches. Alors on va quand même préciser pourquoi ils sont venus. C'est parce il y a eu cette bataille, cette révolte des malgaches lorsque le bateau a emmené des femmes de métropole. Ça a créé pas mal de problèmes. Après, ils sont venus à la Réunion. Donc ils sont pas venus parce qu'ils avaient envie, ils sont venus parce que ils avaient il y avait quand même une situation qui n'était pas simple. Et ce qui est intéressant, c'est que je crois que là, justement, chez les pères de famille, je crois que la moitié des pères de famille étaient d'origine pirate, en fait, et c'était des gens qui étaient bien souvent d'anciens protestants qui s'étaient convertis au christianisme, justement pour être dans la société chrétienne. Et justement, moi, ma famille a fait des recherches, et alors les Dupuis descendent de Patrick Droman. En fait, c'était un Irlandais et un protestant aussi qui s'est converti au catholicisme. Donc les pirates sont nos ancêtres à tous, comme les femmes malgaches, comme tout. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si on peut faire, par exemple, un parallèle avec la Martinique et la Guadeloupe, eh ben, au départ, en fait, chez les premiers Réunionnais, eh bien, on va dire que au départ, il y avait pas vraiment d'esclaves, il y avait plutôt des serviteurs, justement. Et dans une même famille, il pouvait y avoir aussi bien un maître qu'un esclave. Et je crois que la deuxième génération de maîtres, et la moitié étaient des métis. Donc ça, c'est ça qui est, on va dire, très original. C'est une originalité qu'on ne retrouve pas à la Martinique ou à la Guadeloupe, quoi. Oui, ce qui est vrai aussi, c'est Maître Gerbeau, qui est donc maître de conférence, qui était donc professeur à Marseille, qui est venu nous expliquer qu'il y avait également un esclave indien, mais son maître était également indien. Donc pour montrer que c'était pas aussi simple, et exactement. Quand on voit en Inde qu'il y a le problème des castes, on voit que on peut être dans le même pays. On peut comparer ça. On est aussi bien esclave qu'on peut être donc maître. Donc et c'est vrai qu'à la Réunion, et c'est pour ça que c'est Christian Jalma qui en parle le mieux. On parlait des mulâtres, donc de ces couples où il y avait un homme généralement qui était blanc. Et la femme qui était de couleurs différentes. Et ça va amener ce qu'on appelle donc le mélange, l'enfant qui va être l'historien Olivier Fontaine en parle aussi dans son dernier livre, là, justement, de notre origine, qui est très original par rapport aux autres îles. Voilà, le titre de son livre, c'est Histoire de la Réunion et des Réunionnais. Voilà.
Et pour revenir à la Buse, et c'est un visage qui aujourd'hui est réunionnais, parce que tout le monde à la Réunion, on s'est accaparé. Tout le monde dit que sa tombe au cimetière marin. On conteste le fait que son corps soit dedans? Eh ben, oui, ça, en fait, maintenant c'est presque officiel. Ça serait, c'est une fausse tombe, quoi. C'est vraiment, c'est officiel. Maintenant, les historiens s'accordent tous à dire cela. D'ailleurs, dans mon reportage, Alexis Miranville va le préciser. Il va en faire la démonstration, qui est remarquable. Parce qu'à l'époque, il y a cette tradition de la religion catholique. Un homme qui est exécuté n'est pas enterré de la même manière. Non, en fait, il est enterré en dehors du cimetière, justement, en dehors du cimetière. Ce qui fait juste penser que derrière le cimetière marin, il y a ces tombes d'esclaves qu'on voit également. Voilà. On voit que la religion a quand même un poids important à ce moment-là. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter un petit détail. Si on regarde par exemple la tombe des Desbassins, il y a un genre d'enclos en fait. C'est entouré d'un mur, c'est très étrange. En fait, la raison, c'est que à l'époque, la fille de Madame Desbassins avait épousé un protestant, donc voilà, les catholiques à l'époque n'ont plus voulu être avec ces gens-là. Donc, c'est bon, encore une fois, et on le voit dans le cimetière marin de Saint-Paul, que les places ne sont pas la tombe. La dite tombe de la Buse, c'est juste à l'entrée, c'est dans un petit coin là. Mais celui qui avait fait cette tombe, apparemment, on voulait y remettre les os de la Buse dedans. Oui, en fait, la tombe de la Buse, je pense que Alexis Miranville en parlera beaucoup mieux que moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est, je vais pas le dire puisque vaut mieux laisser voir cela avec le reportage. D'accord. Donc, Alors là-dessus, on va quand même revenir sur un point, et c'est quelque chose qu'on doit. Cette tombe, il faut la garder là, ou bien il faut... Ah, bien sûr, c'est pour le tourisme. Oui, pour le tourisme, c'est très bien. Et puis il y a des gens qui font des cultes magiques dessus, donc les gens se sont réappropriés cette tombe. Et c'est très intéressant parce que ce sont des cultes qui sortent complètement du christianisme. Ça touche un petit peu aussi à l'hindouisme avec les noix de coco et tout ça. Il y a aussi les bougies. Donc voilà, ça mélange un peu c'est un mélange des rites qui reprennent un peu toutes les religions. Donc quelque part, c'est très ancré maintenant très ancré dans la culture réunionnaise, quoi. Donc je pense que de déplacer cette tombe, paradoxalement, ça pourrait être un genre de sacrilège, voilà. Je pose la question parce que la question se pose également pour la tombe de Citaran à Saint-Pierre. Parce que c'est incroyable, cet homme qui venait du Mozambique, qui n'avait pas de famille ici, c'est sans doute une des tombes les plus fleuries, sur laquelle on pose un petit verre de rhum, on amène, pareil, on amène de la nourriture. Oui, des offrandes. Voilà. Juste pour voir à quel point le culte de l'individu, que ce soit la Buse, que ce soit Citaran, est toujours vivant à La Réunion. Oui, j'ai l'impression que la Buse comme Citaran sont devenus des mythes, on va pas dire vivants puisqu'ils sont morts, mais des mythes posthumes, on va dire, parce que de leur vivant, ils étaient contestés, mais après la mort, ils deviennent plus grands que ils se transcendent. Oui, ce sont de vrais personnages qui sont transcendés par l'histoire, on va dire. Et c'est ça qui est très, très intéressant, parce que où commence l'homme et où commence le mythe, c'est toujours délicat. Et c'est un paradoxe, parce qu'au-delà des cérémonies qui se pratiquent sur les tombes le soir, la Buse a son effigie sur les sachets de riz à La Réunion. Citaran a droit à sa chanson. Merci Michel Almet. Mais malgré tout, ça reste, c'est vraiment vivant dans l'esprit réunionnais.
Oui, les gens se sont réappropriés ça en fait, hein, et c'est devenu vraiment indissociable de la Réunion elle-même. C'est devenu c'est devenu des figures mythologiques, ce sont devenus des espèces de stars aussi. Hein, il n'y a que on va dire des stars du quotidien. Oui, oui. Par exemple, sur les sachets de riz, c'est comme sur la, on va dire, comme sur la devanture, c'est comme sur la première page de Visu ou de VSD. Voilà, ouais. C'est de Paris Match. C'est un peu ça en fait. Hein. Avant de regarder ce reportage, Alexandre Dupuis, qu'est-ce que vous avez voulu apporter comme message? Qu'est-ce que vous voulez montrer? En fait, mon message, c'est que il faut toujours remettre en question ce que l'on sait. Il faut toujours chercher. Il ne faut pas s'arrêter à la légende, parce que la légende est magnifique. Hein. Je ne dis pas que les légendes et moi je pense qu'il faut sauver les mythes. Il faut que un mythe il apporte beaucoup aux gens. C'est les mythes. On a besoin des mythes pour se construire, je pense. Mais il y a aussi un autre aspect aussi, c'est que faut pas oublier. Par exemple, tout à l'heure on parlait du puits arabe là. Et faut pas oublier non plus que j'ai l'impression que les autorités délestent certains personnages, certaines parties de l'histoire, par exemple la piraterie, j'ai l'impression que ça fascine les gens, mais les autorités vis-à-vis des trouvailles archéologiques qui ont été faites justement par Bibic là, j'ai l'impression que les autorités, les institutions restent très indifférente justement. Parce que, par exemple, Bibic, il avait réussi à trouver une roche avec un cryptogramme. Ben normalement, comme dirait Indiana Jones, ça devrait être dans un musée. Cela, ben non, ça a calé une porte ou c'est devenu un presse-papier. C'est presque sacrilège. C'est vis-à-vis de l'histoire et de l'histoire des Réunionnais qui a été, on va dire, volée. Quand on a vu ce qui a été fait au puits des Arabes, au puits arabe, pardon. Donc on va dire, en fait, c'est cela mon sujet, c'est qu'il faut préserver l'histoire, l'authenticité et voilà ce qui nous reste de l'histoire. Ça devrait être sacré, je pense. Merci Alexandre Dupuis. On a un peu le temps parce qu'il faudra regarder. On va regarder ce reportage. C'est moi qui vous remercie, Justine. Merci en tout cas. On se dit à plus parce qu'on reviendra à plus tard, mon cher Justine. Sur d'autres reportages. Merci Alexandre Dupuis. Je vous propose de regarder donc ce reportage La Buse. Olivier Levasseur, La Buse, il ne pourrait pas être enterré là, puisqu'il a été jugé, condamné à mort, pendu le 7 juillet 1730, et son corps a été exposé, pour l'exemple, au bord de la mer. Et on ne sait pas où il a été inhumé. Ceci pour vous dire, et pour répondre à votre question de tout à l'heure, qu'à l'époque, le bord de la mer, c'était là que l'on projetait les gens qui étaient indésirables. Pourquoi cette tombe-là, puisqu'on sait qu'il n'était pas enterré ici? Il faut remonter au 11 avril 1944. 11 avril 1944, on est au lendemain d'un terrible cyclone. Accompagné d'un raz-de-marée dévastateur qui avait démoli le mur nord du cimetière. Et ce jour-là, tous les gens viennent vérifier leur tombe. Et c'est ce jour-là qu'un certain Ignace de Villèle, descendant de Madame des Bassins, vient donc voir les dégâts qu'aurait pu subir sa tombe, et parmi les débris éparpillés, il trouve cette croix. Cette croix qui porte comme une seule indication une tête de mort, des tibias entrecroisés, c'est le symbole de la piraterie. Mais on ne sait pas du tout à qui
cette croix appartient. Ignace de Villèle voit cette croix parmi les débris, geste d'humanité pour que cette croix ne soit pas emmenée dans les décombres et disparaître. Il la transporte et il l'adosse à l'enclos de son ancêtre. Et puis, il ne s'en occupe plus. Donc, il y a eu des gens qui venaient peut-être chercher des herbes pour leurs cabris ou leurs lapins et qui ont fait cette découverte de cette croix. Sachant que la Buse, au personnage de la Buse est associée l'idée d'un trésor, le très fameux trésor de la Buse. Et il aurait même dit qu'il a caché son trésor. Dès ce moment-là, cette croix a fait l'objet d'un véritable culte et disons de pratiques magiques. Une croix qui fait l'objet de pratiques magiques qui sont censées permettre de récupérer le fameux trésor. Et à partir de là, on a vu autour de cette croix des verres de rhum, des pièces de monnaie, des bougies, donc des manifestations de pratiques magiques. Et là, nous sommes, si vous voulez, dans les années 1940, 1950. On sait que c'est une fausse tombe, puisque, vous avez vu, il y a la croix et il y a une dalle. Mais pour reconstituer cette dalle, les employés ont cherché une pierre tombale dans les environs, sur une tombe abandonnée. Vous savez, là, il y en a plein de tombes abandonnées. Donc, ils ont pris une dalle, mais cette dalle-là, c'était la dalle d'une tombe. Comme il y avait des inscriptions sur cette dalle, ils l'ont retournée et on a mis la croix dessus. Et ça c'était donc dans les années 1970. Ça veut dire que depuis 1970, on a continué à avoir des verres de rhum, des bougies, des pièces de monnaie, c'est-à-dire l'objet de pratiques magiques a continué. Et en même temps, ça a été une attraction pour les touristes. Depuis 2010, on le sait, on a la preuve, parce qu'il y a un historien, Bernard Marek, accompagné de l'ancien maire de l'époque, qui sont allés vérifier. Ils ont retourné la tombe et ils ont vu l'inscription. Cette dalle, cette pierre tombale que l'on a retournée, cette pierre tombale est celle d'une ancienne esclave, affranchie par son maître, parce que elle était dévouée à ses maîtres et en signe de reconnaissance, elle a été affranchie et elle a pu, ainsi en étant affranchie, elle a pu être enterrée dans le cimetière. Parce que ce cimetière, ça n'était pas seulement pour les blancs et les noirs dehors, c'était pour les blancs et les libres. Et même pour les esclaves, il y avait deux catégories d'esclaves. Les esclaves qui étaient baptisés pouvaient être enterrés à l'intérieur, et les esclaves non baptisés, là-bas, en dehors. Parce que cette pierre tombale, c'est, si vous voulez, un hommage à l'esclave, mais un hommage aussi à cette famille qui l'a affranchi. Et cela juste à côté de l'enclos des bassins. Et les historiens ont toujours su que la Buse ne pouvait pas être là, étant donné que, pour différentes raisons. La première raison, c'est que la Buse a été pendue donc en 1730. Le cimetière n'existait pas. Deuxièmement, même si le cimetière existait, il n'aurait pas pu être enterré dans le cimetière, puisque le cimetière, c'était
un lieu saint. On n'y admettait que les catholiques. Lui, comme il était un criminel, entre guillemets, il a été condamné pour crime de piraterie. Donc, il n'avait pas sa place. Et personne, et nous savons que cette croix a été trouvée un peu plus loin. Ils ont retourné la tombe et ils ont vu l'inscription. On l'a retournée parce que ça pouvait être interprété comme violation de sépulture. Donc on n'a rien dit. Et d'autre part, étant donné que c'était un attrait touristique, on s'était dit, il faut pas... voilà, il ne faut pas que ça tarisse le flot de touristes. D'autant plus que à cette époque-là, la fausse tombe de la Buse était aussi visitée que la tombe de Lecomte de Lisle. Voilà. Et l'origine de cette croix de pirate, donc on peut penser que c'était un pirate qui a fait amende honorable, qui aurait été enterré ici ou probablement. Ouais. De toute façon, les pirates, ils étaient des blancs. Mm-hmm. Et quand ils ont fait amende honorable, ils sont devenus des familles honorables. Mais malgré ça, ils pouvaient faire référence à leur passé de pirate sur leur tombe. Mais ça, c'est une espèce d'affection, hein, je pense, manifestation d'affection. Je ne pense pas que ça soit une identité. De toute façon, ils étaient bien ici. D'autant plus que dans la constitution de la population réunionnaise, il y a eu beaucoup de pirates qui se sont assagis, qui ont été amnistiés et qui se sont établis comme habitants, propriétaires, qui ont fondé des familles. Ainsi, on a des familles comme la famille Chaman, ça, descendant d'un ancien pirate. La famille Noël, la famille Baïf, ça, c'est des noms d'anciens pirates, donc ça aurait pu être une croix d'une de ces personnes-là. Il y a eu beaucoup de protestants qui se sont installés à Bourbon, notamment des Forbans d'origine anglaise ou hollandaise qui étaient des calvinistes. Eh bien, ils n'étaient pas enterrés à moins d'abjuration et de conversion à l'Église catholique. Les condamnés aussi, ceux qui étaient condamnés à mort n'avaient pas droit à une sépulture chrétienne. C'est ainsi que la Buse, on ne sait pas où il a été enterré. Est-ce qu'on l'a enterré ou est-ce qu'on a mis son corps à la mer? On ne sait pas trop. Mais on a fait croire pendant longtemps, n'est-ce pas, que sa tombe se trouvait au cimetière de Saint-Paul. Alors ce n'était pas vrai du tout. Moi, je me souviens de M. Scherer, qui était l'archiviste à l'époque, et il m'avait dit, ils sont persuadés que cette tombe, c'est celle de la Buse. Or, je ne le crois pas du tout. Eh bien, les maires de Saint-Paul ont insisté, ont fait croire que la Buse avait été enterrée, justement derrière le caveau des Bassins. On s'est aperçu récemment que ce n'était pas ça du tout. Vous voyez, comme quoi on raconte beaucoup d'histoires qui ne sont pas authentiques.